Aujourd'hui, on vit avec des IA partout. Elles écrivent des textes, font des images, te résument tes mails, te parlent comme une personne. Mais elles sont coincées dans le numérique. C'est de l'IA désincarnée. Elles parlent, elles calculent. Maintenant, imagine autre chose. Avec des yeux, des bras, des jambes. Une IA incarnée. Elle voit, elle bouge, elle touche. Et du coup, l'IA ne se contente plus de comprendre le monde. Elle peut agir dedans. Et là, ça change les règles. Parce que le vrai tournant, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'accès au monde réel. Alors maintenant, vous allez découvrir pourquoi une phrase toute bête comme range la table peut devenir un cauchemar pour un robot. Comment on peut entraîner un humanoïde en le faisant vivre dans une fausse réalité. Pourquoi depuis quelques années, on a l'impression que les robots se réveillent d'un coup. Depuis quand on nous promet des androïdes dans nos maisons alors qu'on n'en a toujours pas un seul qui fait vraiment le boulot. Comment les robots sympas ont déjà été virés parce qu'ils créent plus de travail qu'ils l'ont enlevé. Et surtout, quand un robot fait une bêtise dans le monde réel, qui paye, qui est responsable et qui garde vraiment le contrôle. Imagine une table, une tasse, une cuillère et 2 miettes de pain. Un verre qui colle un peu parce que quelqu'un a renversé du jus hier. Et toi, tu dis tranquille, range la table. Pour un humain, c'est presque insultant. Tu le fais en pilote automatique. Tu sais quoi prendre, dans quel ordre, où ça va, comment éviter de renverser la tasse, comment poser la cuillère sans faire cling à 2h du matin. Maintenant, même scène, mais tu le dis à un robot. Et là, tu viens de lui demander une tâche qui ressemble à analyse un chaos microscopique, prendre des décisions invisibles et ne cause rien. Parce que ranger la table, ça veut dire quoi exactement? Déjà, il doit voir, identifier la tasse, la cuillère, distinguer le verre du fond de table, comprendre ce qui est objet et ce qui est décor. Ensuite, il doit comprendre le but. Ranger où? Dans le placard? Dans l'évier? Dans la vaisselle? Et attention, si tu ranges la tasse dans un tiroir de chaussettes, techniquement, t'as rangé. Puis, il doit planifier. Quelle main prend quoi? Dans quel ordre? Quel trajet? Parce que s'il attrape la cuillère d'abord, elle glisse, tombe par terre. Et là, tu viens de lancer un DLC, ramasser un truc fin sur un sol lisse. Et bon courage. Et enfin, il doit agir, avec un corps qui a du poids, de l'énergie, des articulations, des moteurs. Il doit serrer assez fort pour ne pas lâcher, mais pas trop fort pour ne pas écraser. Et ça, c'est un art. Même nous, on l'apprend quand on est bébé. T'as peut-être déjà vu un enfant attraper un gobelet et l'exploser comme s'il testait sa force de super vilain. Voilà, c'est ça la grosse différence. Une IA sans corps, c'est impressionnant, mais ça reste une voix. Elle peut expliquer, conseiller, discuter, écrire, mais elle ne déplace rien. Une IA avec un corps, c'est une IA qui a des capteurs pour sentir le monde et des actionneurs pour le bouger. Des yeux, typiquement des caméras, parfois des capteurs de profondeur, des micros pour entendre, des capteurs pour les articulations pour savoir où sont ses bras et idéalement du toucher. Parce que sans toucher, tu peux être très intelligent et quand même lâcher la tasse. Et une fois qu'elle a ça, elle tourne en boucle. Une boucle simple mais impitoyable. Elle observe, elle décide, elle agit. Et elle réobserve, voir, penser, faire, des dizaines, des centaines de fois par seconde. Dans un jeu vidéo, quand tu bouges ton personnage, le sol est parfait. Dans la vraie vie, le sol, c'est un mensonge. Il a une aspérité, un fil, un caillou minuscule, et ça suffit. Ouais. Tu veux une image? Le clic dans interrupteur, tu appuies et la lumière s'allume. Le monde répond. Sauf qu'avec un robot, le monde répond aussi. Mais parfois on demande non. Une poignée glisse, un objet colle, une chaise n'est pas exactement là où elle devrait être, un sac plus lourd que prévu. Et si le robot a mal estimé, il ne fait pas juste une faute dans le texte. Il tombe, il casse, il blesse. C'est pour ça qu'on dit que le corps change tout, parce que le réel ne pardonne pas. Mais du coup, comment on apprend à un robot à faire tout ça sans le ruiner au bout de 2 minutes? C'est là qu'arrive un mot très important, la simulation. En gros, tu fais vivre un robot dans une fausse réalité. Un monde virtuel où tu peux tenter 1 million de fois attraper la tasse,
sans te retrouver avec 1 million de tasses cassées. C'est un peu comme apprendre à conduire sur un simulateur avant d'aller sur l'autoroute. Tu peux te planter, tu peux te tromper, tu peux refaire et surtout, tu vas vite, très vite. Ouais. Sauf que il y a un piège. Dans le virtuel, tout est trop propre. Dans le réel, tout est sale. Et je parle pas que des miettes. Il y a des reflets, des ombres, des objets abîmés, des surfaces qui accrochent. Donc les équipes font un truc malin. Elles salissent la simulation. Elles mettent du hasard, des imperfections, des variations pour que le robot arrête d'apprendre un monde parfait et commence à apprendre un monde réaliste. Et au passage, petit point important, parce que tout le monde mélange. L'IA et robot, ce n'est pas la même chose. Un robot peut être bête, il peut juste suivre des règles comme une machine utile très sophistiquée. Et une IA peut exister sans robot, juste dans le serveur. L'humanoïde, c'est quand tu mets les deux ensemble. Un cerveau logiciel dans un corps mécanique. Et parfois, tu entends aussi androïde, humanoïde. Dans la pratique, on utilise souvent les deux comme si c'était pareil. Ce qui compte ici, c'est l'idée. Une machine qui a une forme et manière de bouger qui ressemble à nous. Parce que notre monde est construit pour nos mains, nos portes, nos escaliers, nos objets. Et il y a encore un autre mot qui traîne. Kobo, un robot collaboratif. Lui, son délire, c'est pas de courir comme dans un film. C'est de passer près de toi sans te faire peur. Mouvement plus long, plus prévisible, plus safe. Donner un corps à une IA, c'est pas juste mettre ChatGPT dans un robot. C'est lui donner une clé et enfin une serrure. Sauf que cette serrure, c'est le monde réel. Et le monde réel, il y résiste. Ok, là on comprend pourquoi un corps change tout. Mais alors, pourquoi ça explose maintenant? Pourquoi on a l'impression que depuis 2 ou 3 ans, les robots humanoïdes sortent de partout? Comme si quelqu'un appuyait sur le bouton accéléré x4. En fait, il y a un truc très simple. Ça fait hyper longtemps qu'on essaye. Leonardo Vinci déjà imaginait des automates. En 1920, on invente même le mot robot dans une pièce de théâtre. Et c'était déjà des ouvriers artificiels, pas des jouets mignons. Dans les années 60, on met des bras robots dans les usines. Dans les années 70, on fait des humanoïdes au Japon. En 2000, Honda sort Asimo. Et tout le monde se dit, ok, bientôt on aura un petit majordome. Sauf que, non. Pendant des années, ça avance, ça recule, ça fait des démos incroyables, et dans la vraie vie, ça ne devient jamais un produit normal. Et là, aujourd'hui, boum. Pourquoi? Parce que 3 choses se sont alignées en même temps. Le cerveau, le corps et l'argent. Avant, un robot c'était un truc très si alors. Je parlais de ça dans une vidéo à propos des algorithmes. Si tu vois une tasse à gauche, alors avance le bras. Alors ferme la main. Et dès qu'il y a un imprévu, ça part en fumée. Mais depuis quelques années, on a des IA qui savent gérer le flou. Elles n'ont pas besoin qu'on leur décrive tout comme un manuel Ikea. Et surtout, en 2017, il y a un moment clé. Les Transformers. Alors non, pas Optimus Prime, malheureusement. Je parle de l'idée qui a rendu possible les gros modèles de langage. Résultat, maintenant tu peux donner une instruction en langage naturel et l'IA peut essayer de la relier à ce qu'il voit. C'est ce qu'on appelle en gros des modèles vision plus langage plus action. Et ça, c'est énorme parce que ça rapproche le robot d'un truc qui ressemble enfin à un apprentissage humain. Tu regardes, tu comprends l'objectif, tu essayes, tu corriges. Deuxième alignement, la mécanique et électronique. Des caméras, des capteurs, des puces, des batteries, tout ça, ça coûte moins cher et marche mieux. En fait, on profite de décennies d'industrie, du smartphone, du drone, de la voiture électrique. Tu veux un robot qui bouge? Il te faut des moteurs précis, il te faut des batteries qui tiennent un minimum, il te faut un ordinateur embarqué qui calcule vite. Avant, ça ressemblait à un prototype de labo à 1 million, fragile, capricieux et qui chauffe comme un grille-pain. Aujourd'hui, tu peux viser des coûts beaucoup plus bas, en tout cas sur le papier. Et c'est pour ça que tu vois autant de promesses du style un humanoïde à 20 000 $ ou 30 000 $. Et là, dans ta tête, tu te dis, attends, mais c'est le prix d'une petite voiture, donc c'est plausible. Sauf qu'une voiture, quand elle tombe,
elle ne te tombe pas dessus. Tout le monde a senti que si ça marche, c'est un marché gigantesque. Donc ça finance fort. Et quand ça finance fort, tu as des usines, des équipes, des itérations rapides et surtout une compétition. Il y a clairement une course industrielle. Les États-Unis, la Chine, l'Europe, chacun veut sa place. La Chine, par exemple, met des moyens énormes et veut industrialiser vite, avec des ambitions de production à grande échelle et des villes-usines ultra efficaces. Et au milieu de tout ça, tu as une foule d'acteurs qui tentent de devenir le standard. Des robots pour l'entrepôt, pour l'usine, pour la logistique, pour le service et évidemment, le rêve final, la maison. Et là, tu vois arriver les chiffres qui font tourner la tête. D'un côté, dans le réel aujourd'hui, les robots de service se vendent déjà par centaines de milliers par an, mais les humanoïdes restent encore minoritaires. De l'autre, tu as des projections qui disent marché à plusieurs dizaines de milliards et plus d'1 million d'humanoïdes par an à l'horizon 2035. Et c'est là que beaucoup de gens font le raccourci dangereux. Ah bah voilà, c'est réglé, on y est presque. Sauf que ces chiffres cachent une chose. Le monde réel a un coup d'erreur. Et si le robot rate, on coupe au montage. Dans la vraie vie, une erreur, c'est pas oups. Une erreur, ça peut dire une chute, une casse, une blessure, un procès, un bad buzz qui te grille ton projet. C'est pour ça que les humanoïdes, c'est beaucoup plus long à déployer que les IA sur ordinateur. Un chatbot qui se trompe, c'est énervant. Un robot qui se trompe, c'est physique. Et là, on arrive au point où je veux t'emmener. On a le cerveau, on a le corps, on a l'argent. Alors pourquoi on n'a toujours pas chez nous? Pourquoi ta grand-mère n'a toujours pas un humanoïde qui lui fait les courses, qui range la cuisine et qui lui apporte un verre d'eau sans renverser la moitié? Le problème, c'est pas juste ils sont pas assez intelligents. Le problème, c'est que le monde réel est trop variable et que l'économie est impitoyable. Un robot doit être robuste face à l'imprévu. Il doit tenir niveau énergie, sinon il devient un meuble très cher qui s'éteigne au bout de 45 minutes. Et surtout, il doit y avoir une réponse claire à la question la plus stressante du siècle. Quand ça casse, qui paye? Qui est responsable? Le fabricant? Le logiciel? L'utilisateur? L'entreprise qui l'a déployé? Et est-ce qu'on peut prouver pourquoi elle a fait ce geste-là à ce moment-là? Et maintenant, le plus important. Ça, ce n'est pas de la théorie. On a déjà testé des robots partout. Et parfois, on a dû les virer. On a dû les virer, ça sonne comme une blague. Mais c'est littéral. Il y a eu un hôtel au Japon qui a tenté un truc incroyable. Un hôtel rempli de robots. À l'accueil, au service, dans les couloirs, les machines partout. Sur le papier, c'était le futur. Dans la réalité, un futur qui bug. Panne, blocage, incompréhension dès que la demande sortait du script. Et surtout, ça ne faisait pas moins de travail pour les humains. Ça en créait plus. Parce qu'à chaque fois qu'un robot faisait n'importe quoi, tu avais un employé qui devait venir sauver la situation. En mode « Excusez-nous madame, le robot a décidé de s'arrêter devant l'ascenseur », comme s'il réfléchissait au sens de la vie. Donc à la fin, ils ont retiré des grosses parties des robots et ont embauché des humains. Deuxième histoire, Pepper, le robot blond avec des grands yeux et un écran sur le torse, qui dit bonjour dans les magasins. Le robot émotionnel, grand public, social, mignon, rassurant, vendu par dizaines de milliers, autour de 25 000. Sauf que dans beaucoup d'endroits, Pepper finissait par devenir un meuble. Un meuble cher qui dit bonjour. Trop limité, pas assez fiable, les valeurs ajoutées floues, le marché a dit non merci. Et la production s'est arrêtée. On ne dit pas que les robots ça ne marcherait jamais. On dit le monde réel est brutal. Une démo c'est une scène, un produit c'est une vie. Et là on retombe sur 3 murs. La robustesse, l'énergie et la responsabilité. Un robot peut réussir 99 fois et se planter sur un détail débile. Un objet un peu mouillé, une poignée un peu dure, un tapis un peu épais, une lumière qui change, un reflet. L'imprévu te rappelle que la vraie vie, ce n'est pas un examen, c'est de l'impro permanente. Nous, on a le corps, l'intuition, l'expérience et le bon sens. Un robot doit apprendre ce bon sens sans vivre vraiment comme nous. Donc oui, on progresse, mais tu veux pas un robot parfois bon. Tu veux un robot presque jamais dangereux. Deuxième mur. La batterie.
Un humanoïde, c'est une machine lourde qui bouge tout le temps. Et bouger, ça coûte. Marcher sur deux jambes, c'est magnifique. Mais ça consomme pas mal d'énergie, c'est fragile et compliqué. C'est pour ça que souvent, les meilleurs robots ont des roues. Une roue, c'est simple. Une jambe, c'est une usine. Ouais. Donc, quand on te promet un humanoïde qui bosse toute la journée, pense à ton téléphone qui tient une journée en restant dans ta poche. Troisième mur, la responsabilité. Quand un robot fait une bêtise, qui paye? Certains ont proposé un statut de personne électronique, futuriste mais surtout une tentative de cadre et une tentation de diluer la faute. Pour l'instant, la règle est simple, la responsabilité doit rester humaine parce qu'un robot n'a pas de morale, pas de remords, pas de je suis désolé, il y a des logs. Et si on commence à dire c'est la faute du robot, alors plus personne n'est responsable. Et on n'oublie pas, un robot, c'est aussi un ordinateur sur pattes. Sécurité égale pas juste éviter qu'il tombe, mais éviter qu'on le pirate. Un bug dans un chatbot, c'est une phrase stupide. Un bug dans un robot, c'est un mouvement. Donc si tu mets un robot dans un lieu public, une usine, un hôpital, une maison, tu dois répondre à une question ultra bête. S'il part en vrille, on fait quoi? Et ce quoi commence souvent par on arrête. Alors maintenant, on ouvre le capot. Comment on apprend à une machine à survivre au monde réel sans la détruire? Tu peux écrire la plus belle phrase au monde, mais avec deux bras en métal de 15 kg qui doivent attraper une assiette humide, la poésie s'arrête. Un robot vit dans une boucle. Il perçoit, il décide, il agit et il recommence. Comme toi quand tu fais la vaisselle. Toi, tu le fais sans y penser. Lui, il doit le calculer. Alors on lui apprend par l'imitation. Tu montres, il copie. Tu guides le mouvement, tu enregistres et tu pilotes à distance façon jeu vidéo. Sauf que si tu n'as que 10 exemples, il se fait que 10 trucs. Et si tu changes la tasse, c'est la panique. Deuxième méthode, l'essai-erreur, version robot. On lui dit, ton objectif, c'est que la tasse arrive ici, sans tomber. Et on le laisse tenter. Sauf que si tu le laisses tenter dans ta cuisine, tu n'as plus de cuisine. Et donc on revient à la simulation. Un bac à sable géant, où tu peux faire des millions d'essais en accéléré. Et pour éviter qu'il devienne bon uniquement dans un monde parfait, tu salis la simulation. Lumière différente, objets un peu plus lourds, textures bizarres, sol glissante, imprévu, tu le stresses volontairement. Parce qu'on veut un robot qui s'en sort quand tout est moche, pas quand tout est instagrammable. Et à un moment, tu fais le grand saut, du virtuel au réel. Et là, souvent, il se passe un truc très humain. Ouais. Il se prend une claque. Parce que le réel, c'est toujours plus compliqué que la meilleure simulation du monde. Et c'est pour ça qu'au final, le futur des humanoïdes ne dépend pas juste de l'IA qui comprend. Il dépend de l'IA qui tient l'équilibre, qui tient les objets, qui tient la charge, et qui tient la promesse. Et c'est exactement là que beaucoup de gens se trompent. Parce qu'ils imaginent, on va mettre un cerveau type GPT dans un robot, et hop, majordome. Non. Même avec un cerveau très fort, si le corps est fragile, si l'autonomie est ridicule et si l'économie ne tient pas, tu ne vends pas un majordome, tu vends un prototype cher qui a besoin d'un humain pour le surveiller. Et ça, on l'a déjà vu. On a déjà vu des robots qu'on déploie pour réduire le travail et qui finissaient par créer des postes entiers de gens qui gèrent les robots. Les fameux jobs de futur, techniciens de babysitting mécanique. Alors oui, ça accélère. Les gros acteurs se positionnent. On voit Tesla avec Optimus, Boston Dynamics avec Atlas, Figure, Apptronic, Unitree. On voit aussi des plateformes de simulation et d'entraînement qui rendent tout ça plus rapide. On voit la Chine pousser très fort avec des zones pilotes, des ambitions de production de masse et même des objectifs de coût. Réduire drastiquement le prix de production d'ici 2030, autour de 17 000 $ par robot dans certains plans. Et de l'autre côté, tu as le marché qui fait briller les yeux, des projections qui parlent de dizaines de milliards et une estimation très citée qui met le marché autour de 38 milliards de dollars en 2035. Sauf que tout ça, c'est la course. Et dans une course, il y a un risque. Le hype dépasse le réel. Tu te souviens de Sophia, le robot qui faisait le tour des plateaux?
citoyenne ici et presque consciente là. Ça a marqué les gens, mais ça a aussi brouillé un truc essentiel. Un robot peut être impressionnant, sans être autonome, sans être polyvalent, sans comprendre comme toi. Et si on se raconte des histoires, on finit par prendre de mauvaises décisions. Commencez petit. Oublie un robot pour toute la maison. Commence par des tâches étroites dans des environnements contrôlés. Entrepôts, usines, logistique, c'est là que la robotique marche déjà. Des millions de robots industriels et des robots de service, transport interne, nettoyage, restauration, vendus à grande échelle. Le futur arrive souvent sous forme de machines spécialisées et rentables, y compris chez toi, avec des robots domestiques vendus par millions. Le vrai pilier est le droit d'arrêt humain. Un robot connecté, c'est un ordinateur qui peut agir dans le monde. Donc il faut une procédure claire. Si ça dérape, on coupe. Le bouton compte plus que les jambes, la main ou le cerveau. Un humanoïde voit, entend, enregistre potentiellement en maison, hôpital, magasin. Ça touche des données sensibles. Donc, données minimales, chiffrement, log, mise à jour propre et se demander si filmer en continu est vraiment nécessaire. Responsabilité claire, pas de flou, pas de c'est la faute de l'IA. En cas de casse ou accident, il faut remonter la chaîne. Au final, si un humanoïde entre dans nos vies, ce ne serait pas pour un salto. Ce serait parce qu'on a confiance qu'il est utile, safe et arrêtable. D'où la vraie question. Qui tient le bouton quand l'IA marche? Et il reste un verrou. L'acceptation sociale. Plus un robot ressemble à un humanoïde, plus il peut déranger. Le valet de l'étrange, j'ai parlé ça dans la vidéo précédente. Et la réaction varie selon les cultures. La tech gagne pas seulement quand elle fonctionne, mais quand elle est acceptée. Le futur réaliste, c'est d'abord des humanoïdes en lieu balisé, entrepôts, usines, puis quand la fiabilité monte, des environnements plus chaotiques, hôpitaux, aides, services, peut-être la maison. Le besoin est réel, vieillissement, métier pénible, mais une condition ne bouge pas. La responsabilité reste humaine. Et là, on revient à la métaphore finale. Un humanoïde, c'est une clé. La question n'est pas est-ce qu'il peut ouvrir. Avec le temps, il ouvrira. La vraie question, c'est quelle porte on lui donne. La porte d'un entrepôt, avec des règles strictes. La porte d'un hôpital, avec des protocoles. La porte de ta maison, avec tes enfants, tes conversations, tes habitudes. Donner une clé au monde réel, c'est puissant. Donc, il faut choisir à qui on la donne et avec quel bouton stop. Alors, j'ai deux questions pour vous. La première, quelle tâche vous déléguez en premier à un humanoïde? Porter les courses, ranger, faire le ménage, aider un proche. Et deuxième, quel bouton stop vous exigez? Un arrêt physique, un mode hors ligne, une zone interdite. Parce qu'au fond, on a vu un truc simple. L'IA avec un corps, ça change tout. Parce que le réel y répond. Et le réel, lui, ne pardonne pas. Et comme toujours, entraîne ton cerveau et à la prochaine.